Quand je suis arrivé, c'était mi-fin 2021, donc franchement, honnêtement, fin de bull run. Donc à cette époque, j'avais commencé à mettre, je sais pas, quelques centaines d'euros. J'ai été en positif pendant peut-être 2-3 semaines. Très vite, ça a chuté. Ça, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, quand t'as un bouton raccourci sur la homepage du site pour acheter du token, ça, red flag. Quels sont les projets pour toi à surveiller qui ne sont pas encore disponibles et qui pourraient être les gagnants de ce cycle Alors pour ça, c'est assez simple. Je vais juste sur ta chaîne YouTube? taper. Alors vraiment, je suis en train de taper mon nom sur YouTube. Enfin, on le voit de toute façon, les GPU, il y a un manque de GPU. Il y a peut-être, avec le besoin en IA qui monte et Nvidia, ils peuvent pas se multiplier. Donc à un moment, il va y avoir un manque de carte graphique ou quoi. À quoi ressemble ton folio? Est-ce que c'est un folio bon père de famille ou est-ce que c'est un folio genre j'ai qu'une vie et il faut que ce cycle soit le bon? Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai le plaisir d'accueillir Victor Crypto. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Bah écoute, que dire? On a eu des ETF Ethereum Spot. En tout cas, on a eu partiellement une réponse de la SEC, puisqu'il va falloir les convaincre avec d'autres formulaires, etc., de ce que j'ai compris avant que ce soit tradable. Mais voilà, on a eu des beaux revirements de situation du côté des États-Unis, du côté de la SEC, du côté du gouvernement américain. Donc franchement, que dire de plus? Content d'avoir l'ETH et d'en avoir acheté ces dernières semaines. Donc maintenant, on croise les doigts pour la suite et voilà. Très content du coup de te recevoir parce que j'ai pu voir que tu étais de plus en plus actif sur YouTube. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, surtout par Capet, puisque tu as pas mal travaillé avec lui et avec Coin Academy à un certain moment. Et depuis, tu as pas mal avancé dans l'écosystème, tu fais de plus en plus de contenu. Moi, j'ai toujours apprécié ce que tu fais parce que Merci. je trouve que tu adresses des sujets qui sont pas forcément simples ou même des narratifs qui sont parfois un peu complexes. Et tu arrives vraiment à les couvrir en profondeur, etc., dans des formats qui sont pas super longs, ce que j'ai pas l'habitude de réussir à faire. Donc, bel exploit de ta part. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler un peu de toi, mais aussi de parler un petit peu du marché, des narratifs qui t'intéressent, qui nous intéressent, comprendre aussi un peu toi, comment tu te places sur tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter aux gens qui nous regardent? Parce que voilà, je sais que tu as le vent en poupe sur YouTube, mais peut-être que des gens ne te connaissent pas encore et devraient te découvrir. Ouais, bah déjà merci pour l'invitation. Et puis bah comme t'as dit, je fais des vidéos sur YouTube principalement. Depuis quelques mois, j'essaye d'être un peu plus régulier sur Twitter aussi, mais globalement, je fais principalement de la création de contenu sur YouTube. Et sinon, moi de formation, j'ai fait des études d'ingénieur. Et je suis un peu un tardif de la crypto parce que je suis dans ce marché depuis franchement mi-fin 2021. Donc c'est un peu mon premier vrai bull run. Et c'est pour ça, j'ai essayé de rattraper mon retard en devenant un peu autiste de la crypto pendant un an. Et après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'était un peu mon carnet de bord de mes apprentissages. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas intéressé à la crypto avant? Alors, est-ce que c'est parce que tu avais peut-être des préjugés ou juste tu avais peu de gens autour de toi qui en parlaient? Comment ça s'est déroulé? Alors franchement, le pire, c'est que en 4e année ou 5e année, je sais plus, j'avais un cours de Solidity. Mais du coup, on nous l'a, comme on dit tout le temps, la majorité des gens, ils arrivent dans ce marché par spéculation. Et moi, à l'époque, on me l'a vraiment abordé, on m'a pas parlé. Enfin, j'ai pas vu une seule charte. Je sais même pas si je savais qu'il y avait un prix. Donc, on me parlait de l'Ethereum, etc., des smart contracts. On a eu peut-être 1 ou 2 cours d'introduction et très vite, on devait développer des programmes en Solidity. Mais moi, ça faisait 4 ans que chaque année, je devais apprendre un nouveau langage. Enfin, je voyais pas vraiment de différence. C'était encore un nouveau langage, etc. Donc, j'ai vu que cet aspect. Et moi, j'avoue que je suis pas très bon en développement. Donc, je suis un peu passé à travers. Et ouais, au final, je suis arrivé là-dessus assez sur le tard, du coup. Et est-ce que le fait que tu aies eu des cours de Solidity ou d'autres choses peut-être liées à la crypto, etc., ça t'a aidé d'une certaine manière à mieux comprendre ce marché, à mieux percer à jour certains projets, ou est-ce que t'avais pas assez avancé dans ces cours de développement? Alors, je pense que j'étais clairement pas assez bon pour que ça me serve à quelque chose, mais par contre, je pense qu'il me sert surtout, c'est un peu, je pense là un peu la démarche qu'on nous apprend en école d'ingé, ou l'espèce de mentalité de comprendre ce que tu fais, parce que globalement, ce que tu fais, c'est de la physique, des maths, de l'info. Donc c'est un peu que des trucs, tu vois, de logique, où si tu veux être bon dans ce que tu fais, t'es obligé de le comprendre toute la logique derrière, etc. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je suis arrivé sur ce marché. Et ce qui m'a le plus attiré, c'était d'essayer de comprendre le fondat des projets et d'essayer de comprendre quels sont les projets qui ont les meilleurs fondats, tout simplement. Et comment tu t'es formé? Comment t'es arrivé sur ce marché-là? Comment tu t'y es pris pour mieux comprendre ce marché, comprendre les aspects techniques de chaque projet, comprendre comment peut-être bien gérer ton portfolio, bien l'équilibrer, bien jouer ses narratifs? Enfin, comment tu t'es formé en fait dans cet écosystème? Parce que t'es arrivé quand même assez récemment. Tu vois, je vais pas faire l'ancien, mais
Non, mais t'as raison, c'est On vrai. en a vu des vertes et des pas mûres, et souvent on se prend des grosses claques sur son premier cycle. Donc voilà, comment s'est passé un petit peu quand toi t'es arrivé en crypto par rapport au marché, et comment tu t'es formé suite à ces premières expériences? Moi, je pense que la première année, comme tout le monde, j'ai dû commencer avec des vidéos d'Asher, des choses comme ça. Je suis très YouTube, donc j'ai dû très vite voir un peu tout ce qu'il y avait sur YouTube et garder ce qui me plaisait, etc. Et vu qu'à l'époque, encore un peu aujourd'hui, mais surtout à l'époque en 2021, il y avait même 2022, c'était beaucoup de contenu un peu trading, etc. Je me suis même essayé au trading pendant 2-3 mois, j'ai vite compris que c'était pas du tout pour moi. Mais Pourquoi? parce que déjà j'étais pas très bon. Après j'ai essayé que 2-3 mois, hein, donc C'est dur j'ai d'être essayé bon en d'être. 3 mois, hein. Ouais, non, c'est pour ça que voilà. Mais je sentais que je stagnais un petit peu. Je savais que j'avais déjà un peu de retard au niveau des fondas, etc. Donc je me suis dit, il vaut mieux que je passe du temps à essayer de comprendre les projets, comprendre l'écosystème de manière générale, plutôt que d'essayer de devenir bon à analyser des charts ou des choses comme ça. Donc ouais, au début c'était, je pense, des vidéos. J'allais sur les sites, franchement sur Twitter à droite à gauche. J'ai pas eu de protocole particulier. C'est vraiment de fil en aiguille. C'est vraiment de fil en aiguille que j'en suis arrivé là, quoi. Je crois qu'au début, mes 2 premières vidéos c'est sur Starknet, parce qu'au début, du coup, je voulais rencontrer des gens qui étaient un peu dans la crypto. Et il y avait déjà à l'époque, vous faisiez des interviews avec Abdel, même avec Journal du Coin, il en faisait. Et du coup, c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce projet. Il m'a un peu chill, donc je trouvais ça pas mal. Et donc moi, j'avais fait des meet-up Starknet à l'époque, et c'est là où j'avais un peu rencontré les founders des 2 premiers projets que j'avais analysés sur ma chaîne. Puis après, voilà, je me suis dit, fallait pas non plus que je m'enferme dans un projet. Et puis, comme j'ai dit, en fait, c'est mon carnet de bord, donc vraiment mes vidéos, ça retrace les étapes par lesquelles je suis passé et les sujets qui m'ont intéressé au cours de ces 2 dernières années, quoi. Avec le recul, qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser? Qu'est-ce qui t'a fait le plus apprendre? Genre, est-ce que c'est des outils? Est-ce que c'est une manière d'agir particulière, etc.? Parce que je pense que pour la plupart des gens qui nous regardent, maintenant vous êtes peut-être dans le marché depuis quoi? 1, 2 cycles, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi des nouveaux, ou aussi des gens qui s'y intéressent, mais que passivement. Donc toi, qu'est-ce qui t'a permis de peut-être franchir un certain gap, tu vois, dans ton apprentissage sur le marché? Bah, en fait, ça va pas être très pratique comme conseil à donner, mais vraiment, je pense que c'est de faire des vidéos, parce que il y a vraiment eu un avant et un après en termes de ma compréhension des projets avant que je fasse des vidéos et après. C'est-à-dire que en fait, quand t'as pas besoin d'expliquer à quelqu'un ou de vulgariser ou même faire un trade sur un projet, que t'es juste tout seul sur le site, sur le white paper, bah tu vois, très vite tu peux dire, oh, ça y est, j'ai compris, ou passer des étapes, etc. Alors qu'en fait, quand tu te dis, ok, je vais faire une vidéo de 15 minutes où je veux expliquer point par point tout ce qu'il faut Et que ce savoir sur soit le projet, parfait. que ce soit le mieux possible, essayer de l'expliquer un minimum, même si tu auras toujours des termes techniques, etc. Vraiment, je trouve que c'est vraiment ça qui m'a permis de le mieux comprendre, de mieux comprendre certains projets et de mieux comprendre les projets de manière générale, quoi. Je pense qu'il y a certains projets que je connais beaucoup plus que certaines autres personnes. C'est avant tout parce que j'ai fait une vidéo dessus et du coup, j'ai dû passer des journées, voire des semaines à prendre absolument tout ce qu'il y avait sur Internet, des articles, des blogs, des interviews à 20 vues sur YouTube de fondateurs, enfin bref, tout ce qu'il y a de possible, et essayer de le rassembler, faire un plan, etc. Et voilà, faire un script, quoi. Est-ce que tu es en train de me dire que pour être bon en crypto, faut passer du temps en crypto? Est-ce que ce serait C'est ça, ouais. surprenant plutôt que de regarder des vidéos top 10 pépites? Ouais, clairement. Mais c'est pas, en vrai, c'est pas forcément intuitif parce que évidemment, regarder les top 10 pépites, bon, tu comprends, tu peux comprendre assez vite que c'est pas ça Ça dépend de qui qui va ça vient servir, mais aussi. c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, tu peux te dire que lire le white paper, ça va suffire. Mais franchement, non, tu lis un white paper, impossible, enfin, c'est impossible. Tu peux expliquer dans les grandes lignes un projet, mais tu te souviens de quasiment rien, tu l'expliques vaguement. Très vite, tu te rends compte que t'as pas compris tous les concepts. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que à partir du moment où tu es financièrement exposé ou que tu veux t'exposer à quelque chose plutôt que juste d'apprendre, tu vas prendre les choses beaucoup plus à cœur. Tu vois, par exemple, de mon côté, moi, je fais de l'investissement depuis un bon moment. Et dernièrement, j'ai aussi commencé à faire de l'investissement early stage. Ça doit faire à peu près 2 ans et une dizaine de mois que je fais ça, genre très activement. Et tu vois l'investissement d'une manière différente parce que c'est pas les mêmes investissements, c'est pas la même gestion du risque non plus parce que
tu vois, quand tu es en early stage, genre, tu as plein de projets qui vont globalement mourir avant même d'avoir créé leur jeton. Ou même, il y a quand même pas mal de chances que leur jeton soit un bid. Donc, tu dois faire quand même assez attention. Ouais, t'es Et obligé de faire surtout, une j'ai bonne due l'impression, diligence. c'est ça. Et surtout, j'ai l'impression qu'en crypto, on s'entête un peu trop avec les concepts révolutionnaires vs la réalité, c'est-à-dire l'exécution. Qui est derrière la team? Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment en capacité d'exécuter les idées qu'ils ont en tête, tu vois? Parce que avoir des idées révolutionnaires, dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, c'est facile. Mais combien de projets en crypto nous ont relativement déçus par rapport à ce qu'ils nous avaient promis, quoi. Ça me fait penser un peu à la collection NFT où on nous mettait des trucs 3D. Je sais plus si c'était Pixelmon ou un autre. On nous mettait des 3D, des trucs 3D de fou. Ils avaient levé 70 millions et puis à la fin, tu te retrouves avec une grosse chiasse inutilisable qui est toute moche. Enfin bref, c'est assez marrant de voir ce gap en crypto. Et je pense que c'est pour ça que quand on veut prendre la crypto sérieusement et ses investissements au sérieux, je pense qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps et pas regarder uniquement les idées, mais regarder aussi quels sont les projets qui financent quels sont les financeurs derrière, quelle est la team, quel est leur historique, même au-delà de l'exécution, même au-delà de l'idée, puisque au final, une idée, ça vaut pas grand-chose. Ce qui compte, c'est comment on la réalise. Je me suis un petit peu perdu, mais je voulais peut-être revenir sur cette partie où toi, tu as progressé en crypto. Est-ce que toi, tu regardes des créateurs sur YouTube? Ou est-ce que ça te génère trop de biais et tu essayes de te protéger de ça, par exemple? Ça me générait des biais au tout début. Donc, ma première année où j'essayais d'en apprendre plus, c'était en fin de bull run. C'est là où tout le monde disait que ça allait à 120K, etc. Où beaucoup de gens faisaient des top 5. J'ai dû mettre, au début, c'est des toutes petites sommes, mais je mettais des petites sommes un peu parce que j'avais vu, je sais pas, un top 5. Le mec avait l'air ultra bullish. J'étais en mode, mais attends, il a l'air tellement sûr de lui. Et donc, voilà, je me suis fait avoir gentiment au début comme ça. Et aujourd'hui, si je regarde quelques créateurs, en vrai, je regarde de temps en temps certaines vidéos d'Iril. Je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment au-dessus de la moyenne de ce qui se fait en crypto sur YouTube. Et même aux US, en vrai. Hein. Je regarde surtout pour mes vidéos quand quand je digue un projet, j'essaye de voir s'il y a pas des gens qui ont déjà fait une vidéo sur ce projet. Et ça arrive peut-être qu'il y ait, je sais pas, Asher ou Iril qui a déjà fait une vidéo dessus, et du coup je me dis bon, il a sorti sa vidéo il y a 2 mois, ça sert peut-être à rien que je fasse la mienne. Et par contre, j'ai jamais eu cette réflexion avec un YouTuber US, quoi. J'ai l'impression que là-bas, le niveau moyen, en tout cas en face cam, vulgarisation, etc., est assez bas ou assez biaisé parce qu'ils sont payés par les projets. Bref. Donc ouais, Ouais, aujourd'hui, c'est plus feu d'artifice, fois ouais, 10 c'est 000, ça. bonne chance, quoi. Franchement, ouais, on dit toujours que ce que font les Américains est mieux. Honnêtement, sur ce point-là, en tout cas, je suis pas trop d'accord. Et sinon, en vrai, j'écoute quelques podcasts, un peu, ce que vous faites avec Capet, je l'écoute. J'écoute aussi, il en fait un peu moins, mais Sam de Coin Academy, c'est live. De Journal du Coin, J'écoute tu veux jamais en dire? live, mais j'écoute les rediffs De de Journal du ses Coin, tu points de voulais dire? marche. Ouais, ça, Journal du Coin. Genre, je veux bien qu'il soit à Khan Academy, mais ça me semble compliqué. Non, non, ouais, j'ai de Sam de Journal du Coin et de Capet et toi de Coin Academy. En fait, c'est juste super pratique pour se tenir au courant du marché. Donc, t'as toi d'un point de vue marché, t'as Capet d'un point de vue un peu news fondamentaux. Après, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Puis je regarde d'autres créateurs, mais c'est vraiment de temps en temps une vidéo par-ci par-là. J'ai mon pote Crypto Fuego, je regarde de temps en temps ses vidéos, enfin des choses comme ça, quoi. Je pense qu'il y a deux chaînes qui me paraissent assez intéressantes en anglophone. Après, j'ai pas exploré tout le YouTube anglophone, mais moi, tout ce qui est Bankless, je trouve ça c'est vraiment bien, dans le sens où ils Ouais, ont vraiment des invités de fou. Et ce qui fait la qualité pour moi d'un contenu la majorité du temps, c'est soit l'expérience de la personne dans la vidéo, soit le fait qu'elle invite quelqu'un qui est genre expert dans son domaine et qui va être capable de balayer genre plein d'aspects qui te semblaient flous, genre d'un coup, et te permettre de vraiment comprendre enfin ce qui se cache derrière tous ces trucs-là. Donc, par exemple, pour les ETF, moi, ça m'a été très utile pour comprendre un peu toutes les nouvelles tech, etc. Par exemple, ils avaient fait une interview de Pac-Man, le mec derrière Blast, derrière Blur, etc. Tu vois, c'est pas des gens qu'on a l'occasion de voir en vidéo ou qu'on a l'occasion de voir vraiment développer leurs pensées. Donc, je pense que Bankless, c'est vraiment pas mal. Et il y a aussi Coin Bureau. Je trouve qu'ils sont vraiment ouais, plutôt bons. Après, c'est peut-être enfin, il est plus tout seul sur la chaîne, ça a l'air ouais. d'évoluer un peu en mode un peu plus commercial, etc. Mais en tout cas, historiquement, je le trouvais super bon, à la fois dans la forme et dans le fond, Mm. ce qui est plutôt rare.
Non, c'est Peut-être vrai, tu ouais, veux moi dire un petit je peu. regardais un peu Coin Bureau au début, donc c'est vrai que je regarde un peu moins, mais t'as raison, Bankless, si je devais citer un podcast, bah après je crois que c'est le plus gros, hein, mais vraiment de loin le meilleur. Je pourrais écouter régulièrement ce qu'ils font, Je c'est te, bon. je te jure, moi, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, etc., je pense que je la ponce la plupart du temps parce que il y a trop d'alpha en fait. Enfin, si tu veux vraiment Ouais. comprendre l'écosystème d'un point de vue business et d'un point de vue tech, en fait, t'as les deux et ils ont la chance d'avoir des gens que moi, par exemple, je peux pas encore avoir ou qu'avec Coin Academy, on peut pas trop avoir parce que c'est assez compliqué. Euh, je voulais peut-être rebondir un petit peu sur ton parcours d'investisseur en crypto. Comment ça s'est passé pour toi à la fois l'euphorie de 2021, le bear market ensuite, puis à nouveau un peu plus d'euphorie, même si ça reste quand même raisonnable. Comment s'est passé un petit peu ton parcours d'investisseur en crypto? Bah du coup, comme j'ai dit, quand je suis arrivé, c'était mi-fin 2021, donc franchement, fin de bull run, honnêtement fin de bull run. Donc à cette époque, j'avais commencé à mettre, je sais pas, quelques centaines d'euros. Donc, j'ai été en positif pendant peut-être 2, 3 semaines et très vite ça a chuté. Donc ça, à la limite, c'est pas bien grave. Là où j'ai le plus perdu, c'était, je pense, les premiers gros dips. Quand tout le monde disait bah buy de dip, buy de dip. Moi, je me suis dit putain, mais Le faut type, buy il de est dip long parce là. qu'après ils sont tous en train de dire que ça va à 150K, donc faut buy le dip. Et donc là, j'ai commencé à mettre un petit peu plus. Et c'est plus là où j'ai perdu un peu plus d'argent parce que j'ai mis, je sais pas, quand le Bitcoin était à 40, 50, alors que bah voilà, il est redescendu jusqu'à moins de 20 000 dollars. Donc forcément, ça fait chier de perdre du capital, mais bon, j'ai aussi vite compris que bah fallait un peu passer par là. Enfin, tout le monde disait ça. Tout le monde dit que t'es obligé un peu De te faire te rect faire tôt ou la tard, hein. main, te faire rect. Et donc je me suis dit, franchement, j'étais en mode bon bah je me fais rect au tout début, franchement, tant mieux quoi, comme ça c'est fait. Pas Et sur des gros après, montants. ouais c'est ça, ça allait quoi. Enfin ça allait. Et puis de toute façon après voilà, je suis tombé dans terrier du lapin, un trou du lapin. Et donc bah en perte pendant forcément je sais pas 2 ans peut-être. Et après bah de fil en aiguille, j'ai aussi compris. C'était quand tout le monde se désintéressait d'un marché, que c'était là où il y avait les meilleures opportunités. Donc c'est là où je décide de pas décrocher. J'ai d'ailleurs commencé ma chaîne en plein milieu de bear market, vraiment au bottom du bottom. Euh, et du coup c'est là où je me suis dit bah vas-y, hein, faut y aller, faut continuer. Il y a plus personne qui s'en fout. Twitter c'est le Sahara, mais tant mieux. Il y a moins de bruit. C'est ce que disent les gens apparemment. En bull run il y a tout le monde qui piaille de partout, donc ça laisse plus de bande passante pour s'intéresser au projet. Et donc après, bah voilà, j'essaie de faire mes recherches pour essayer d'investir dans les petites pépites pendant que les prix étaient bas. Après, j'ai encore un part pas trop déconnante de stablecoin parce que j'ai aussi compris que il y avait beaucoup de projets qui sortaient un peu en début de bull run. Et donc, si tu investissais que dans le bear market, ça faisait que tu avais que des anciens projets. Sauf que, bah, comme on voit, les projets qui ont un peu le plus de mindshare, surtout en ce moment, il y a de plus en plus de projets, bah, c'est les projets récents. Du coup, je pense que c'est toujours intéressant de Comme les garder une part Monto, de son les capital. Tena, les Ouais, c'est ça. Wormhole, enfin, tous ces projets qui sont un peu neufs, quoi. C'est ça, surtout que moi, bah, comme tu as dit, je fais des vidéos sur des narratifs un peu narratifs modulaires, je m'intéresse à des techs un peu early et tout. Et donc, je vois énormément de projets qui ont pas du tout de token, et donc voilà, qui sont pas du tout sortis, qui ont pas du tout de token. Et quand je vois tout ça, je me dis, mais c'est impossible, je peux pas all-in maintenant, alors qu'il y a tous ces projets-là que j'attends qui vont sortir, quoi. Même si les 3 quarts auront sûrement des tokenomics affreuses, ou surtout une FDV tellement haute que j'aurais pas envie d'investir dessus, mais je me dis, il suffit qu'il y ait 10% de ces projets qui soient à des FDV acceptables, et voilà, je serais bien content d'avoir un peu de stable, quoi. Ce qui est assez marrant dans ce que tu dis, c'est que tu parlais des FDV, des market cap, du fait que la plupart du temps, il y avait peu de jetons qui étaient disponibles au début et que, du coup, ça en faisait des tokenomics assez horribles parfois. Je pense pas que le fait qu'il y ait peu de jetons disponibles, ce soit Non, c'est un raccourci, synonyme. bien sûr. Non, mais bien sûr, mais genre tout comme le fait qu'il peut y avoir un jeton qui se lance avec 50% du supply disponible dès le début, ça fera pas direct de ce projet non plus un Bien projet sûr, incroyable et ça lui bien donnera sûr. pas non plus tous les green flags. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire l'article que Kobe a tweeté récemment, que j'ai relayé sur mon Twitter, où en fait il parlait de ce game. Il expliquait que en fait ce cycle était différent des derniers, euh, un petit peu plus différent du dernier, mais encore plus de celui d'avant, dans le sens où en fait historiquement sur par exemple Ethereum ou Solana, on a eu la majorité de l'upside qui a été capturé une fois que le jeton était disponible. C'est-à-dire que, certes, il y avait des investisseurs qui étaient assez early, par exemple, qui investissaient à 1, le jeton sortait à 5, il descendait peut-être à 2, et à la fin, le truc terminait à 1000, quoi, ou à 500, ou à 200, peu importe. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un modèle différent,
où en fait la phase de découverte de prix et de capture de cet upside se fait de plus en plus du côté privé. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, peut-être que tu as des investisseurs qui investissent à 1, puis tu as d'autres investisseurs qui investissent à 5, puis d'autres à 10, puis d'autres à 50. Et puis derrière, le jeton va peut-être sortir à 70 et Deep peut-être à un moment à 30. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que la majorité de l'upside, dans la plupart des cas, alors bien sûr, je pense pas qu'on est au bout de nos surprises sur ce cycle. Je pense qu'il manque encore énormément de normies et qu'on pourrait avoir des alt-seasons et que tout pourrait quand même péter. Je dis pas ça, enfin, je dis pas le contraire. Mais ça montre qu'il y a une grosse partie de l'appréciation du jeton maintenant qui se capture du côté privé, donc du côté des VC, ce qui n'était pas du tout le cas les précédents cycles, ce qui laisse en fait moins de marge pour les retail et les investisseurs qui aiment avoir des investissements qui sont liquides, donc accessibles, directs et échangeables. Et du coup, ça en fait un game qui est un peu compliqué et qui amène pas mal de controverses. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ce cycle-là, les meme coins s'apprécient beaucoup mieux, parce qu'ils sont lancés de manière plus fair, plus organique, et ils sont moins backés par une sorte de poignée de personnes qui ont maîtrisé en fait toute cette découverte de prix et cette upside avant que le jeton soit réellement disponible. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça, je sais pas de quel œil tu le vois, mais j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui est en train de changer en fait avec ce cycle par rapport au précédent. Non, bah, je suis complètement d'accord. Hein, je suis complètement d'accord. Et donc, c'est les VC qui, forcément, capturent le plus gros multiple. Et même quand je vois certaines private, tu vois que entre bon, les VC ils sont peut-être, je sais pas, un x10, avec les private que peut-être nous on peut avoir, ça refait x10. Et du coup, quand le token il arrive, il a déjà fait x100. Donc, oui, sur ce cycle, d'un point de vue retail, avec tous ces projets, c'est plus compliqué. En fait, c'est plus à la C'est place compliqué du retail, parce parce que que quand le jeton il sort, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont x100 ou même qui sont x10 et peut-être que le marché a une sale gueule et du coup ils se disent bah en fait que je dump maintenant ou à moins 50%, je ferai toujours en x100 ou en x50 ou en x30. Ça change rien pour moi, dans tous les cas, c'est un gain considérable. Donc je pense que c'est aussi pour ça que on a des jetons qui se lancent et qui se cassent la gueule, c'est parce qu'en fait ils arrivent avec une valorisation qui est bien trop haute, avec un supply qui augmente artificiellement le prix, parce qu'en fait si la majorité du supply qui est disponible, à savoir peu de supply, mais si la majorité de ce peu de supply qui est disponible est géré par quelques acteurs, en fait, ils peuvent manipuler la valorisation globale de tous les jetons. Donc, les gens se disent dans leur tête que ce projet vaut 10, alors que ça se trouve, leur plan, au final, c'est juste de garder ce prix artificiellement assez haut pour créer une certaine demande, puis de tout dumper graduellement et se rapprocher davantage d'un prix qui est un peu plus fair. Donc, ça, je pense que c'est un petit peu le côté dark de ce cycle-là. J'espère sincèrement que ça évoluera parce que j'ai l'impression qu'on n'a plus exactement les mêmes chances que les derniers cycles, en fait. Ah oui, clairement. Mais comme tu dis, c'est pour ça que les gens se tournent vers les mêmes coins, ou même qu'on a eu un peu de frénésie avec Kaspa, BitTensor et tout, parce que c'est des fair launch. Et ouais, donc t'as ça, t'as le fait que les gens, ils en ont marre d'avoir des trucs avec des FDV aberrantes, et que, en plus de ça, ouais, du coup, ils vont sur les mêmes coins et les Kaspa, les BitTensor, parce qu'ils voient dans ces coins un potentiel de hausse qu'ils voient pas. J'adore Starknet, tu vois, mais avec un Starknet qui est sorti, je sais pas, à 30 milliards de FDV, qu'est-ce que tu veux c'est ça, enfin, même si t'as le plus monte, beau quoi. des projets, moi j'avais des jetons, j'en ai vendu, tu vois, enfin, je me dis, clairement. si le projet il arrive à 15 ou 20 milliards, enfin, je vais essayer de chauffer quoi, en x2, en x3, vs risquer 100%, même un x3, ça me semblait pas inimaginable, mais ça me paraissait gros, tu vois. Donc, en fait, ça limite l'intérêt aussi qu'il y a pour ces cryptos, parce qu'en fait, elles sortent tellement à des valos hautes que, en fait, la majorité du temps, ces probas sont plus pour une baisse qu'une hausse de ce style-là. Surtout dans un marché qui sait pas trop où il va, il y avait de l'incertitude, maintenant c'est peut-être en train de bouger. Mais par exemple, les taux directeurs de la Fed n'ont toujours pas été baissés. Donc, je voulais peut-être revenir un peu sur tes débuts en crypto et ton expérience maintenant dans ce marché-là. Quand toi, tu analyses les projets, qu'est-ce que tu regardes et quels sont pour toi les principaux green flags et les principaux red flags, tu vois? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, genre ça fait d'un projet un bon projet et ça me donne vraiment envie d'investir, VS des red flags où, par exemple, tu vas avoir certains points et c'est no-go, quoi. Si tu vois ça sur un projet, tu ne peux pas y aller. Est-ce que tu as un petit peu ces différents green flags et red flags en tête
Je pense que ça pourrait pas mal aider les gens qui nous regardent. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio, ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. On pourrait facilement faire des listes là comme ça. Forcément, ça va. Peut-être ce va qui être saute le hyper. plus. Ouais, bah si là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, plus un projet est early, donc moins t'as d'articles, etc. Plus il va falloir accorder d'importance à la team. La team c'est toujours un des aspects les plus importants d'un projet, parce que sans la team, t'as pas le projet. Mais forcément, au tout début, quand t'as juste peut-être un site, peut-être un light paper, bah, c'est un peu en regardant la team, leur expérience, ça qui va dire si ça va partir dans la bonne direction ou pas. Après, peut-être, si on veut juste faire une parenthèse, red flag, bah, déjà, voilà, que la team soit pas dox. Généralement, je crois que j'ai jamais fait une vidéo sur un projet où la team était pas dox. Pour moi, c'est un gros red Dans les flag. cryptos très populaires, à part Bitcoin, il y en a pas, non? Non, il y en a pas. Et puis, franchement, il faudrait des exemples. Mais ouais, c'est généralement rien qu'en allant sur le site, tu vois, même sur le Twitter, rien qu'en regardant la description du Twitter, en voyant, je sais pas, s'ils mettent en avant, par exemple, dans leur tweet, s'ils mettent en avant, je sais pas, le prix, ou s'ils retweetent des mecs qui parlent du prix. Ça, c'est énorme. Là, il n'y a pas un seul très bon projet qui fera ça, en fait, jamais. Parce que j'ai souvent des mecs dans les commentaires qui vont me dire qu'est-ce que tu penses de ce projet, C'est souvent des projets très early. La moitié du temps, c'est des trucs un peu GPU, qui mettent en avant des GPU. Tu vas sur le site, c'est que des buzzwords. La team est pas docs. Il y a pas d'appli derrière. Tu regardes la doc, elle est maigre. Enfin, quand t'arrives sur une doc que t'as rien, t'as pas une mention de quelconque technologie ou quoi que ce soit. Ça, c'est piégeur, parce que aujourd'hui, tu vois, on s'intéresse à quelques narratives. Et du coup, tu peux peut-être te dire que en fait, tu as la bonne thèse, tu as la bonne narrative, mais tu te fais alpaguer par un projet qui utilise les mots-clés de cette narrative pour derrière essayer de te piéger, quoi. Donc, ça marche bien, parce que ceux qui écrivent ça en commentaire, qui mettent des projets un peu éclatés en commentaire, j'essaie de leur expliquer, de leur dire rien que la description du Twitter, ça va pas du tout. Enfin, c'est que des red flags. Mais ouais, c'est traître. Et c'est pour ça que les gens utilisent vachement les buzzwords. Hein. C'est ça qui marche le mieux. Hein. T'as d'autres peut-être red flags en tête ou d'autres green flags, des choses qui te semblent vraiment importantes? Je vais essayer de me foutre un projet que j'aimais pas trop sur l'ordi, voir. Ouais, déjà, ça c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, quand t'as un bouton raccourci sur la homepage du site pour acheter du token, ça, red flag, généralement. Je crois que c'est déjà arrivé que des projets pas trop mauvais, pas ça, mais généralement c'est red flag. Dans les gros, ouais, ce que des projets un peu nazes font aussi, c'est se donner un maximum de social proof. Donc, ça va être les classiques partenariats avec Google, partenariats avec Nvidia, machin. Je sais plus, je me rappelle d'un projet qui avait fait un drama aussi là avec les histoires des partenaires de League of Legends et tout. En fait, il faut bien comprendre que à aucun moment ces projets sont partenaires de ces énormes entreprises. En fait, ça n'existe pas. C'est juste peut-être ils participent dans des programmes ou ils prennent une API publique et ils la plug à leur truc. La plupart du temps, c'est ça, quoi. C'est juste, ils prennent un truc qui est complètement public, ils l'intègrent, ils font une petite intégration, c'est quoi. comme si je disais que j'étais en partenariat avec YouTube, quoi. C'est exactement ça. Et les gens se font énormément avoir, ou je sais pas, ils vont, ouais, c'est ça, ils vont mettre c'est un peu le truc en social proof que les projets un peu scammy font le plus, c'est ça, je pense, ouais. Sûrement d'autres trucs, mais. Et du coup, peut-être du côté des notes positives, qu'est-ce qui te rend vraiment plus positif au sujet d'un projet? Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves peut-être en commun avec les meilleurs projets que tu as pu voir, par exemple, cette année ou l'année dernière? Est-ce que ils ont des choses en commun et à quoi ça ressemble? Je sais que je te prends un peu au dépourvu, je sais que c'est difficile. Non, mais en vrai, je pourrais y répondre. C'est juste que j'aimerais bien avoir un truc très construit et
est synthétique et complet. Donc là, comme ça, c'est compliqué. Mais bah, franchement, ça peut paraître bête, mais moi, le truc qui m'aide le plus au tout début pour potentiellement trier, c'est quand je suis sur Twitter, vu que j'essaye de suivre un peu des acteurs que je trouve pertinents. Bah, quand je vais sur un projet, par exemple, dernièrement, j'étais beaucoup sur l'IA, donc je suis pas mal de projets IA que j'aime bien. Et donc, généralement, quand j'entends parler d'un nouveau projet IA, s'il est bon, franchement, dans 95% du temps, s'il est bon, bah, j'ai déjà des projets que je suis qui le suivent. Et bah, dans le cas inverse, si j'arrive sur un projet, je sais pas, il a 10-20 000 followers, un projet IA par exemple, dont on me parle, et il n'y a pas un seul compte que je suis qui le suit, déjà pour moi c'est gros red flag. Je peux me Pour dire, moi, ah c'est peut-être. impossible d'y aller, personnellement. Ouais, c'est ça. Non mais je dis Après, faut 95%, suivre les mais bonnes voilà. personnes, mais... Mais ouais, et du coup, je me dis, bon, peut-être que c'est passé entre les mailles du filet, voilà, ça doit arriver de temps en temps. Mais déjà, c'est un bon indicateur. Et bah après, comme je dis, franchement, c'est voir l'équipe qu'il y a derrière. Ce que je regarde aussi quand je fais mes vidéos, ce qui m'aide pas mal, c'est écouter des interviews. Je trouve ce qui peut un truc un peu sous-coté pour comprendre un projet, c'est trouver sur YouTube ou je sais pas un space sur Twitter ou je sais pas une EMA sur Discord des fondateurs. Je trouve ça sert vachement pour voilà, je sais pas se rendre compte de cerner les personnages. franchement ouais pour cerner les personnages, bien comprendre, enfin cerner le projet. Je trouve que c'est hyper utile, même si c'est peut-être moins complet qu'un white paper. Tu sentiras direct si c'est un peu scammy ou quoi. Et généralement, les projets scammy, t'auras pas le fondeur qui va, je sais pas, s'afficher ou il sera pas invité par un autre, par un, je sais pas, une chaîne YouTube américaine de podcast sur tel ou tel sujet. Tu vois, ça arrivera pas en fait. Donc c'est ce genre d'empilement de signes positifs ou négatifs. À l'inverse, s'ils cochent pas les bonnes cases. Après, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais ouais, globalement, c'est ça que je regarde. Puis ouais, comme je t'ai dit, le site, s'ils mettent pas trop de, enfin, si tu sens qu'il y a une vraie proposition de valeur, je sais pas, une vraie tech derrière, s'ils ont déjà des vrais partenaires, des choses comme ça, et il faut toujours creuser, quoi. Enfin, quand je dis ça, ça me fait penser à, j'ai fait une vidéo sur Peak, ou même Peak, tu vois, ils en jouaient un peu, ils mettaient des partenaires sur leur site, alors que quand tu creuses, c'est pas vraiment des partenaires, en fait, c'est que genre, t'as genre 20 entreprises qui font partie d'un même programme, et donc Peak fait partie du programme avec ces autres entreprises. Et du coup, ils disent sur leur site qu'ils sont partenaires de ces autres entreprises. C'est pas vraiment partenaire, tu vois, c'est très indirect. Enfin bref, du coup, il faut toujours faire gaffe Donc, à un ça. red flag sur Pic. Non, j'en parle, mais voilà, c'est gentillet. En vrai, c'est pas. Je peux comprendre qu'ils le mettent, mais voilà, c'est à noter quoi. Parce que quand tu vas sur Twitter, les mecs quand ils te parlent de Peak, c'est genre le deuxième bullet point qu'ils mettent, c'est partenariat avec ça. Que s'il y a des points à mettre en avant, c'est peut-être pas ça quoi. Faut peut-être nuancer. À quoi ressemble ton folio? Est-ce que c'est un folio bon père de famille ou est-ce que c'est un folio genre j'ai qu'une vie et il faut que ce cycle soit le bon? Ouais, bah c'est plus la deuxième catégorie. Non, en vrai, vu que moi c'est mon premier cycle, donc j'ai pas un patrimoine. Déjà, je pense que c'est important de le noter parce que souvent les gens s'en rendent pas compte, mais souvent les gens qui disent ouais, je suis all-in Bitcoin ou quoi, c'est soit des gens qui ont des situations voilà un peu tendues où ils peuvent vraiment pas se permettre de perdre, ou alors qu'ils ont juste des montants beaucoup plus importants. Moi, si j'avais 10, 50 fois ce que j'ai, mon wallet n'aurait rien à voir en fait. Si j'avais 50 fois le wallet que j'ai, j'aurais évidemment 50 fois plus de Bitcoin, 50 fois plus d'Ethereum. Mais vu que j'ai pas un wallet démesuré, que c'est mon premier cycle et que bah voilà, à chaque cycle les opportunités voilà, les multipotentiels s'affaiblissent dans l'idée, je me dis bah c'est un peu maintenant ou jamais. Donc non, c'est assez risqué. Je crois que j'en ai déjà parlé même dans une vidéo, mais ouais, globalement, j'ai quasiment pas de Bitcoin hein, pour être très honnête. J'ai quasiment pas de Bitcoin, mais voilà, comme je dis, c'est pas parce que je crois pas en cet actif ou quoi, c'est vraiment juste que j'essaye de chercher un peu plus de risques pour potentiellement un peu plus de rendement. Mais voilà, c'est très compliqué hein, de battre Bitcoin. Hein. Je pense que la plupart des gens qui ont des altcoins, Bitcoin a fait, je sais pas, x4, x5 depuis son bottom. Il y a pas tous les altcoins qui ont fait ça. Hein. Si t'étais pas full IA, RWA, même coin, t'as pas fait x4, x5, tu vois. En fait, Donc, souvent, d'un point de vue cycle, ce qui est assez intéressant, c'est de vouloir se dire, OK, on arrive à un niveau de marché où moi, j'ai envie de m'exposer. Et en fait, la meilleure manière souvent de t'exposer au marché, naturellement, c'est Bitcoin ou Ethereum. Et souvent, les altcoins ont tendance à bottom après Bitcoin et Ethereum. C'est-à-dire que tu as un rebond de Bitcoin et Ethereum, ça fait souffrir un peu tout le monde parce que tout le monde a un peu raté le train sur Bitcoin et Ethereum. Ils commencent à partir. Les alts commencent à ranger, consolider assez longtemps. Là, elles commencent à poser leur bottom et seulement après, elles commencent à partir. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de s'exposer naturellement au marché par Bitcoin et Ethereum quand on n'a pas de conviction forte, si ce n'est qu'on a un niveau très bas au global. Puis après, d'essayer de regarder par exemple des graphiques en paire Ethereum et paire BTC pour réussir à surperformer ces assets. Parce que aujourd'hui,
on trade tous des paires en USDT, mais il faut pas oublier qu'il y a 1 ou 2 cycles où on tradait en paires BTC parce que notre objectif, c'était d'avoir le plus de Bitcoin. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, on perd un peu cette mentale-là. On est un peu dans cette mentale de je veux être millionnaire, je veux faire beaucoup d'argent, etc. Mais on réfléchit pas à avoir le plus de Bitcoin possible directement. En tout cas, c'est un truc que je vois de moins en moins. Alors que techniquement, c'est l'actif qui surperforme quasiment tous les autres actifs si tu regardes sur une durée qui est assez longue. C'est-à-dire que tu prends n'importe quel altcoin, en tout cas la plupart des altcoins qui disparaissent après un cycle, bah forcément, ils se sont fait surperformer par Bitcoin dans beaucoup de cas, quoi. Donc assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans ton folio actuellement? Qu'est-ce qui se trouve dedans? Qu'est-ce qui se cache dedans? Dis-nous tout. Peut-être tu peux être assez flou, mais non, franchement, j'en ai déjà parlé en plus avec Capet, mais non, bah globalement, moi j'ai donc forcément pas mal j'ai pas mal d'USDT, hein, là je dois être à encore 30% d'USDT. Sinon, dans les plus grosses positions, ça va être du Tao, du Anchor, de l'Ethereum, un peu de Matic, du Akash, j'ai toujours de l'Atom, du Link, un petit peu de Luxo, un petit peu de Aleph, ce genre de choses. Après, ça va être des petits bêtes, mais globalement, là, je viens de te citer un peu pour l'instant, les plus grosses. Tu peux répéter? Ça a coupé? Non, je voulais juste avoir un petit rappel. Ok, bah du coup, ça va être sur du Tao, du Anchor, du Ethereum, du Matic, du Akash, du Link, du Atom. T'as du PIC aussi, je suppose. J'ai PIC, j'ai investi sur CoinList, donc la PIC va faire partie de ce que je viens de citer en termes de proportion. Et je garde de l'USDT, comme j'ai dit, je sais pas, peut-être un Ionet s'il sort pas trop haut, ou un Ether, ou dans les projets IA dont j'ai déjà parlé, ou les projets du narratif modulaire, les nouvelles alt-VM, ce genre de choses. Est-ce que tu fais des achats en pré-market et tout ou pas? Est-ce que par exemple tu farmes des airdrops et est-ce que tu fais de l'achat en pré-market? Parce que en réalité, c'est un peu le seul moyen de se positionner sur le projet avant qu'il sorte et d'avoir du jeton. Ouais, bah alors pré-market pas du tout, airdrop très peu, franchement très peu. Je l'ai fait un petit peu de temps en temps, tu vois, j'avais eu, je sais pas, par exemple l'airdrop Aptos parce que c'était à l'époque aussi, j'aimais bien essayer de monter des nœuds, donc j'avais un nœud Aptos et j'ai touché un airdrop parce que j'avais le nœud Aptos. Puis après, j'ai vite fait quelques transactions sur quelques trucs, mais bon, rien de fou. Ouais, rien de fou. Qu'est-ce que j'ai dû avoir? Je crois que j'ai même pas eu l'airdrop Starknet parce que tu vois, j'avais pas été régulier sur truc. Mais pour le coup, j'avais juste eu une vraie utilisation du réseau entre guillemets, donc j'ai dû faire quelques actions de temps en temps, mais j'ai pas du tout farm quoi. Et après, airdrop passivement, c'est avec tout l'écosystème Atom, donc les TIA, les machins. Mais est-ce que tu as acheté en pré-market aussi? Genre par exemple, maintenant, on a Wells Market par exemple, ou même les Bybit, les KuCoin, etc. qui permettent d'acheter des jetons avant qu'ils soient listés. Est-ce que c'est un truc que tu fais ou pas trop ta cam? C'est comme PIC sur CoinList ou c'est encore différent du coup? C'est pas exactement ça parce que PIC sur CoinList c'est une vente publique. Alors que le pré-market, c'est en fait, tu as des personnes qui sont éligibles aux airdrops ou qui sont des VC qui ont des jetons, en tout cas qui sont garantis d'avoir des jetons. Et donc, ils ont la capacité d'en vendre ou tu as la capacité d'en acheter avant que le jeton soit disponible. Donc, en fait, tu peux aller sur une sorte de marché avant même que le jeton soit disponible. Et tu peux dire, tu mets un collatéral pour genre prouver que tu vas délivrer et que tu vas bien faire ce que tu as promis, à savoir soit acheter les jetons et donc donner de l'argent, soit envoyer les jetons. Mais du coup, en fait, tu as des collatéraux des deux côtés et donc tu peux faire de l'achat et vente avant même que les jetons soient disponibles. Et tu peux le faire à la fois sur les jetons, mais tu peux aussi le faire sur le prix des points. Donc, Wells Market. Ouais, j'ai vu. Non, j'avoue que je suis peut-être un peu frileux encore par rapport à ça. De toute façon, je vois un peu sur Twitter les screens des jetons en pré-market et généralement, en fait, les prix sont pas si décorrélés. Ils sont souvent un peu au-dessus, un peu en dessous. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas, j'ai pas vu de personnes qui ont fait des x5 parce qu'ils avaient buy le truc en pré-market, quoi. Donc, j'avoue pour l'instant, non, je regarde pas trop. Mais en parlant de PIC, du coup, je trouvais ça assez intéressant en fait ce qu'ils font parce que comme on a parlé tout à l'heure, entre le fait que aujourd'hui on est très dans une méta VC et que les ICO et tout c'est un peu finito, les retail ils ont plus trop l'opportunité en fait d'entrer avant sur le marché. C'est pas le sauveur du marché, mais est-ce que c'est pas une approche qui est un peu plus saine quoi? Franchement, ce qu'a fait CoinList avec PIC, je trouve ça très bien. Moi, j'avais
On revient un peu au modèle ICO d'une certaine manière. Ouais, globalement oui, en vrai c'est un peu une ICO, hein, c'est un peu la même chose. Et non, je trouvais ça pas mal parce que j'avais fait un tweet dessus aussi, mais genre les gens, il y a pas mal de gens qui trouvaient que ces 300 millions de FDV, ça restait beaucoup. Oui, certes, c'est sûrement un peu plus que les private et tout, mais je pense pas que ce soit beaucoup plus. Et derrière, pour un projet comme ça, je trouve ça assez raisonnable, quoi. Quand tu vois que tous les projets, il suffit qu'ils aient un bout de technologie, un bout de partenaire ou quoi, c'est un milliard milliards. un milliard de FDV. Franchement, je trouvais ça très très honnête, quoi. Et donc, je commençais à regarder un peu s'ils avaient pas d'autres projets là-dedans. Mais ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu les seules opportunités, la seule opportunité qui restait pour entrer dans des projets un peu plus early. Donc, big up à CoinList, hein, et puis j'espère que d'autres projets. Enfin, je préfère que ça. Voilà. Après, je sais que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de participer et qui n'ont pas réussi, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a peut-être des soucis à régler. Mais franchement, je préfère qu'un projet sorte comme ça plutôt qu'il sorte avec une FDV tellement haute qu'il est obligé de dump pendant 2 mois pour arriver à avoir un semblant de prix correct. On te voit souvent parler de Dépine, d'IA, de Real World Assets, dernièrement même de d'autres narratives. Est-ce que tu gères ton folio avec une sorte d'allocation, une répartition par narrative ou pas du tout? Et quelles sont un petit peu tes narratives favorites? Je suppose que c'est celle-ci, mais est-ce que tu en as peut-être une préférée par rapport aux autres? Je pense que ma préférée, c'est assez basique, hein, c'est l'IA. Je pense que outre le fait qu'elle ait beaucoup de potentiel, je pense que c'est une narrative qui va pas s'épuiser parce que contrairement au RWA ou au Dépine, c'est une narrative qui est Web 2 en fait. Enfin, c'est l'IA, c'est aujourd'hui, c'est dans le Web 2, c'est Nvidia, c'est voilà, C'est déjà avec adopté, ChatGPT. utilisé, il y a pas besoin de Il y a déjà une effervescence autour de ça. Il y a déjà tout un narratif là-dessus dans le Web 2 et dans le Web c'est 3. déjà très bien valorisé dans le Web 2. Voilà, c'est ça. Et donc dans le Web 3, voilà. De toute façon, même s'il y avait, je pense qu'il y a il y a des use cases, hein, même si ça peut être débattu, qu'il y a énormément de projets qui servent à rien, qui mettent de l'IA pour mettre de l'IA et qu'on n'a pas besoin forcément de mettre de la blockchain dans l'IA et tout. Mais non, du coup, je pense que c'est celle-ci, hein, d'un point de vue spéculation, je pense que c'est peut-être la meilleure narrative et je pense que ça a de l'avenir. Après, comme tu as dit, la Dépine aussi. Après la Dépine, je vais pas avoir énormément d'investissants là-dedans parce que moi j'attends des pics et du coup j'investis dans pic, donc là j'ai pic mais il est pas encore sorti. Mais sinon en fait sinon il va y avoir un peu tout ce qui est entre l'IA et Dépine, donc Les tu cartes vois tous les graphiques, les renders, voilà, c'est ça, les projets les projets GPU quoi, donc même Akash, donc c'est pour ça que j'ai pas mal de Akash, de AKT et que Ionet, Aethir, les trucs comme ça, ou même encore plus lointain des Genshin, c'est des projets donc c'est des dépines de GPU en gros. Ouais. Donc ça mixe les deux et ça je pense que c'est pas mal du coup, ouais, parce que déjà c'est de ce que je comprends, c'est dans l'air du temps. Ouais, c'est ça. Et puis apparemment c'est un vrai point de friction. Apparemment c'est vraiment compliqué. Enfin on le voit de toute façon, les GPU, il y a un manque de GPU. Il y a peut-être avec le besoin en IA qui monte et Nvidia ils peuvent pas se multiplier. Donc à un moment il va y avoir un manque de carte graphique ou quoi. Du coup ça peut être intéressant c'est un concept intéressant et en plus ça mixe deux narratifs qui ont le vent en poupe. Donc que demander de plus. Donc pour moi ouais, ça c'est un peu un play assez obvious à jouer, mais on sait jamais. Les Real World Assets. Et Real Asset, un petit peu, mais j'avoue qu'en fait, je suis un peu passé à côté parce que j'avais fait une vidéo à l'époque, mais je trouvais ça déjà un peu haut à l'époque, et en fait, ça fait que monter, et j'avais pas envie de rentrer. En fait, j'y crois hein, à à ce concept, bien sûr, mais en fait, j'ai un gros problème avec les tokens de ces projets qui servent absolument à rien. Et faut que je me de toute façon, faut que je me mette dans la tête qu'on s'en fout et tout. Je le sais, mais j'ai un peu de mal parfois à investir dans un token où je sais pas, Hondo, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je fais une vidéo dessus et j'ai dit à la fin, par contre, les gars, le token, mais complètement inutile. Il sert à la gouvernance de la plateforme Flux. Il y a personne qui sait qu'en plus ils ont une plateforme Flux, je crois. Et la gouvernance, de toute façon, personne s'en sert. Le token ne sert à rien du tout. Et il marche très bien parce que ouais, j'ai du mal à me sortir ça de la tête et à me dire qu'il faut s'en foutre. Pareil avec les FDV, en vrai les gens parfois ils s'en foutent, ils voient la FDV qui est aberrante, mais ils investissent quand même dessus parce qu'ils voient que la market cap. C'est des billets qu'il faut que je m'enlève, mais ouais, donc voilà pour RWA. Et puis après peut-être un truc, ma vidéo sera sortie, mais je crois qu'Apet en a un peu parlé, tout ce qui est FHE, c'est un sujet qui commence pas mal à m'intéresser, donc pourquoi pas potentiellement essayer de se positionner là-dessus quand ça sera possible. Et puis après, c'est tout ce qui est modularité, donc tu vois, tout ce qui est Celestia, etc. Mais surtout ce dont j'ai parlé un peu sur ma chaîne. Donc après toutes les alt VM, donc des Eclipse, des Movements. Il n'y a pas encore de token,
Mais ça, je pense que ça peut être assez intéressant à suivre. Donc, même si ça sera des projets qui sont très VC-backés, donc avec des FDV assez hautes. Déjà, tu as toujours le truc potentiel airdrop si tu as des projets qui se lancent en utilisant leur tech. Et puis, outre ça, je pense que ça peut composer l'infrastructure un peu du futur, quoi. Donc, Si je tu suis ça dev- de près. Si tu devais regarder ton folio par narrative, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les allocations par narrative, genre à vue de nez? En vrai, je trouve ça assez intéressant parce que, genre, souvent, ce qui est important, c'est là où on met notre argent. Et au-delà de ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Bah alors, je peux te dire dans l'idéal ce que j'aimerais avoir et ce que j'ai. Je m'en fous, je suis transparent. Comme je t'ai dit, Vas-y. RWA, j'en ai quasiment pas parce que je suis un peu passé à côté et que j'ai du mal. Mais dans l'idée, si les tokens avaient une vraie utilité, je sais pas, je mettrais peut-être 10-20% sur RWA. Franchement, facile 30% sur IA, peut-être allez 10-20% sur Dépine parce que ça c'est un peu la même, tu vois. Donc peut-être un 70% sur IA Dépine. En gros pourcentage dessus, ouais. Peut-être 60-70%, peut-être 10-20% sur RWA. Et puis après le reste sur un peu le narratif, ouais, tout ce qui est modularité, quoi. Tous les nouveaux projets dont je viens de parler. Donc surtout, il y a des pins, je pense. Ouais. Surtout, il y a un peu, il y a des Les pins. projets IA, enfin, tu te vois acheter ces projets encore maintenant, à ces valos maintenant ou pas? Et quels Euh, sont, tu parlais tout à l'heure IA, enfin, quels sont tes jetons préférés en fait en IA? En IA, comme j'ai dit, c'est ceux que j'ai le plus. Donc aujourd'hui, ça va être Tao et AKT. Après, j'ai un petit peu mais bon là, c'est beaucoup plus risqué. Et à tout moment, je peux sortir de ces coins. Mais j'avais acheté un peu de Aleph, je sais pas si tu connais, c'est un projet français. Ouais, Je l'avais francophone. acheté il y a longtemps, enfin en plein beer, donc j'ai fait un beau multiple dessus. Donc j'en ai un petit peu, mais voilà, c'est très risqué. J'avais aussi acheté un peu de IOS avant qu'il explose, des trucs comme ça. Mais non, globalement, ça va être Tao, AKT. Je sais pas si on peut mettre Anchor dans cette case parce qu'ils vont sortir leur projet Neura. Mais en fait, le truc c'est qu'en IA, je vais dire un peu que ces tokens parce que déjà c'est clairement ceux que j'ai le plus et surtout non, pour moi, la majorité des bons projets crypto IA, ils sont pas encore sortis en fait. Donc, T'as pas parlé de Nier? NIR, si j'ai dit que j'aimerais bien rentrer dedans. J'attendais un peu un pullback, il est arrivé, j'ai un peu fade. Mais non, NIR, je pourrais en avoir, ouais, Parce que clairement. moi, du coup, j'ai fait l'interview du founder récemment et ils se décrivent un peu comme le L1 pour l'IA, quoi. Avec Bah, aujourd'hui, il y a pas grand la chose qui chain se build dessus, abstraction, mais ouais. un service Mm. de data availability, enfin, ça a l'air d'être le meilleur environnement pour développer de l'IA, en tout cas. Enfin, certes, t'as du Bitensor qui a son propre L1, t'as pas mal d'autres jetons IA enfin, de projets IA qui ont leur propre L1, mais peut-être que si tu combines infra plus IA, c'est un pari gagnant plutôt que de parier sur un projet spécifique. Enfin, après, c'est Non, tellement je suis, early parce que sur NIR, il n'y a pas grand-chose encore d'un point de vue ouais, ouais. IA. Mais non, je suis 100% d'accord, hein. Je suis très bullish sur NIR. Le founder, c'est un pont dans l'IA et c'est limite une raison suffisante pour dire que NIR est un projet IA, etc. Mais c'est pour deux raisons simples. C'est que déjà, j'ai un peu loupé le train. Après, il y a encore temps, hein, et je pense qu'il y a toujours un upside très intéressant. Mais j'ai pas investi dessus en bière, donc voilà, c'est un peu plus dur d'investir quand il a déjà fait x5, x7. Mais non, il y a ça. Et l'autre raison, c'est que bah, j'avoue que je connais pas. Enfin, il y a rien qui se build dessus en IA. Donc moi j'aime bien ce qu'ils font avec la chain abstraction et tout et j'y Mais crois. De toute maintenant, façon il faut c'est prouver. ouais c'est ça. Mais de toute façon après il y a énormément de spéculation. Hein. C'est que ça, on va pas se mentir. Donc c'est même pas C'est de quoi, l'anticipation. c'est même pas une raison suffisante de dire il y a rien pour l'instant en crypto pour pas investir. Mais non en vrai c'est surtout que j'ai un peu loupé le train et je pourrais rentrer dedans. J'attends peut-être un pullback, peut-être qu'il arrivera jamais, tant pis. Mais non NIR ouais c'est dans les coins IA les plus intéressants. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Pour clôturer ce petit format, je vais te demander quels sont les projets que toi t'attends le plus personnellement. Quels sont les projets pour toi à surveiller qui ne sont pas encore disponibles et qui pourraient être les gagnants de ce cycle, quoi. Alors pour ça c'est assez simple. Je vais juste Sur ta chaîne YouTube. taper. Alors, vraiment, je suis en train de taper mon nom sur YouTube. Je vais voir les dernières vidéos que j'ai faites. Alors, en vrai, pour savoir ça, bah déjà, j'ai sorti une watchlist sur Twitter où je mettais un peu ma liste des projets IA. Mais sinon, un projet que j'attends beaucoup, donc en IA, Dépine, t'as Ionet et iTier. En projet
En projet d'Epine, il y a Peak. Dans tout ce qui est narratif modulaire, ce que j'attends pas mal, c'est donc Eclipse, Movement, Monad. Fuel. Monad aussi, ouais, Monad. Donc il y a ça. Et puis après, pas mal de projets IA, des Genshin, des Rituals, des Nimble, des choses comme ça. C'est pas très connu, je sais pas si ça va pas trop parler aux gens, mais non, globalement, ouais, c'est ça. Hein. C'est les projets Ça que j'attends le redonnera de quoi plus. creuser, c'est le plus important. Il y a de quoi faire, ouais. Il y a de quoi faire. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup pour mon temps. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo qui change de d'habitude parce que pour le coup, on n'a pas parlé que de toi, on a aussi beaucoup parlé du marché et pour moi, c'était assez intéressant de t'avoir parce que tu as creusé certains sujets beaucoup plus que moi. Donc j'en profite pour un petit peu rattraper mon retard. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin pour ceux qui sont restés jusqu'au bout? Déjà, merci à toi hein, pour l'invitation, c'était très sympa. Et mot de la fin, essayez de vous intéresser au FHE. Je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai, Capet, je sais que Coin Academy, vous avez déjà commencé à faire du contenu là-dessus. Moi, j'aurais sûrement sorti ma vidéo là-dessus aussi. Mais ouais, c'est un nouveau concept cryptographique pour résumer, assez révolutionnaire. Vraiment, je suis pas cryptographe, mais les gens, en tout cas, qui ont l'air de s'y connaître, en parlent vraiment comme le saint graal de la cryptographie. Et c'est un truc qui permet en gros de la confidentialité, mais aussi un truc très intéressant qui permet de faire des calculs sur des données chiffrées, donc je sais pas, de l'IA sur des données sans avoir à les déchiffrer. Et ça, c'est game changer d'un point de vue confidentialité. Et ça permettrait entre autres d'instaurer du coup une bonne fois pour toutes des propriétés de confidentialité sur la blockchain. Voilà, ce qu'on n'arrive pas à avoir avec toutes les solutions actuelles. On commence à avoir un bout avec le ZK, mais ça m'a l'air d'être une galère pas possible le ZK. Et donc ça serait apparemment la solution à tout ça. Et donc c'est vraiment, vraiment assez big. Ça serait vraiment la brique manquante dont a besoin le Web3. Ça marche. Merci à toi pour ton temps. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Victor, vous avez la chaîne YouTube en description, en commentaire épinglé. Et on se retrouve très vite. C'était Picsou. Tchuss.